Aujourd'hui, je vais vous parler de la Tesla. Non, je blague. Je vais plutôt vous parler de ma dernière création, la prise intelligente. Let's go! Donc, présentation de la prise intelligente. Donc là, je suis en local. Je me suis connecté sur l'IP du module ESP12F. Là, on peut allumer ou éteindre le relais. Donc là, on est passé sur état du relais on. Là, le bouton est passé sur éteindre. Et là, dès que je coupe, j'ai l'inversement, état du relais off, bouton allumé. Deux programmations possibles sur les 7 jours de la semaine. Il suffit de cocher les jours qui nous intéressent ou décocher les jours. Donc voilà, le réglage se fait directement sur le téléphone. Donc je choisis l'heure et les minutes. Donc là, par exemple, j'ai choisi 3h43, c'est un exemple. Donc là, l'heure d'allumage aura lieu à 3h43 et se coupera à 3h49 sur les 7 jours de la semaine. Bien sûr, il faut cliquer sur enregistrer de façon à écrire ces données-là dans le formulaire et dans les proms. On peut faire une deuxième programmation de la même manière. Donc on peut décocher les jours. Là, la deuxième programmation. Donc voilà l'exemple d'utilisation de la prise intelligente. Donc deux programmations possibles sur 7 jours de la semaine. Pour réduire les factures d'électricité, mes appareils sont désactivés lorsque je suis absent automatiquement et réactivés lorsque je suis présent. Pour le projet, je vais utiliser un vieux CPL qui traîne dans un tiroir. Je m'en sers plus, ça fait longtemps qu'il est dans le tiroir, donc ça va me servir de boîtier. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc je l'ai déjà ouvert. Donc ça se démonte bien.
Donc apparemment on va pouvoir faire quelque chose. Je pense qu'en déconnectant l'inductance ici, on va pouvoir ouvrir le circuit. On va voir ça de plus près. Je vais dessouder l'inductance. J'ai agrandi les trous afin de souder une plus grosse section de fil. Comme on peut le voir, le circuit est bien ouvert. Si je joins les deux fils ensemble, ce qui va correspondre à la fermeture du relais, notre circuit est bien fermé, donc ça va fonctionner. J'utilise un relais de 5 volts, la série T9G. Comme on peut voir, il a un courant nominal de 30 ampères, donc largement suffisant pour mon application. Voilà, le gros maximum, ça serait peut-être 10 ampères, mais je vais voir en fonction du circuit que je vais réaliser. Alors pourquoi j'ai pris ce type de relais? Parce que les contacts sont en argent d'oxyde d'étain. Alors ce sont de très bons relais. Ils offrent aussi une résistance à l'érosion élevée, hein, et ça évite aussi l'arc électrique, hein, qui a tendance à ronger les contacts et puis quelquefois il se colle aussi. Hein, j'ai souvent eu le cas avec des relais bas de gamme de chez AliExpress. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce type de relais pour mon application. Je mesure le pic de tension à la fermeture du relais. Comme on peut voir, on a un pic assez important. Donc la tension crête à crête est de 810 volts au lieu de 660. Le relais ne se ferme pas au point zéro de la sinusoïde, ce qu'on appelle le zéro crossing, mais communément à un angle différent à chaque fois. Lorsqu'il se ferme au moment où la tension est la plus haute, c'est là qu'on obtient le pic le plus haut aussi.
790. Alors ça ne le fait pas tout le temps. Là encore 810 volts. Rajout du snubber avec un condensateur de 100 nano en série avec une résistance de 100 ohms. Et on va effectuer le test. Donc le déclenchement est juste au-dessus de la sinusoïde. Comme on peut voir, il n'y a pas eu de déclenchement. Le pic est atténué. Le SP12F est un module transmetteur Wi-Fi basé sur un ESP8266 avec 4 mégas de mémoire flash. Ce module dispose de plusieurs interfaces, quelques séries I2C, SPI, I2S, et j'en passe. Il est constitué d'un expressif 8266 associé à de la mémoire flash externe. Le module 12F contient 4 mégaoctets de flash externe. Le tout est reporté sur un circuit imprimé qui fait antenne et qui est blindé. Les caractéristiques techniques: alimentation comprise entre 3 et 3,6 volts, 3,3 volts conseillé, CPU 80 MHz, 32 bits, protocole de communication Wi-Fi 802.11 BGN, fréquence Wi-Fi 2,4 à 2,5 GHz, 16 GPIO, 1 Watt, 1 SPI, 1 I2C, 1 I2S, 1 IRDA et aussi du PWM. Il a aussi un ADC 10 bits. Dimension 24 par 16 par 3. Ce module est uniquement compatible avec le 3,3 volts VCC, mais on peut utiliser éventuellement un convertisseur.
schéma n'a rien de compliqué. Ici, j'ai mis un petit module chinois, convertisseur 220 à 5 volts. Donc ça coûte moins d'1 €. C'est une alim à découpage de 5 volts, 600 mA. Donc là, j'ai rajouté un fusible, une varistance. Là, un connecteur pour accueillir le SP12F, il sera monté à la verticale. Un condensateur que j'ai rajouté aussi de découplage supplémentaire de 100 nano sur l'alimentation, le plus près possible des pins d'alimentation de l'ESP. Là, un MOSFET de canal N. C'est l'équivalent en CMS du BS170. Là, notre résistance de pull-down, une résistance pour atténuer le courant capacitif de la grille, pour éviter de renvoyer ce courant-là dans le SP. Ici, notre relais, la diode de roue libre et le snubber. Donc vraiment, rien de compliqué. Le circuit imprimé, comme on peut le voir, j'ai créé des pistes assez larges pour le relais. Donc les pistes ne sont pas très longues non plus. Sur les deux côtés, donc côté composant et côté cuivre. Comme ça, on double la surface. Éventuellement, je rajouterai aussi de l'étain de chaque côté de la piste. Les bibliothèques utilisées, le SP8266 Wi-Fi pour la gestion du Wi-Fi, Wi-Fi client pour la gestion des clients Wi-Fi, le SP8266 Web Server pour la création d'un serveur web sur le SP8266, Wi-Fi UDP pour la gestion des paquets UDP sur Wi-Fi, TimeLib pour la gestion du temps, Time Alarm pour la gestion des alarmes basées sur le temps, Time Zone pour la gestion des fuseaux horaires, NTP client pour la synchronisation de l'heure avec un serveur NTP, Arduino JSON pour la manipulation des données JSON et PROM-H pour la gestion de la mémoire EPROM, EasyDDNS pour créer un nom de domaine, DuckDNS. Là, on met notre login et mot de passe de la box. Donc les constantes, les variables, un tableau pour les jours de la semaine. On crée un serveur web sur le port 80. On synchronise l'heure avec le serveur NTP. Ici, une fonction pour allumer le relais, une autre pour éteindre le relais. Ici, on retrouve un bouton qui est sur le formulaire qui permet d'allumer et d'éteindre le relais comme on veut à n'importe quel moment. Le formulaire HTML, alors je ne vais pas m'étendre dessus, c'est très long. Je vais en avoir pour des heures autrement. Alors il y a des commentaires pour toutes les lignes de code. Le programme est compatible avec les smartphones Android et Apple. Pour soumettre le formulaire, il faut activer le JavaScript dans votre navigateur.
Bon, généralement, c'est toujours le cas. La fonction handle shuttle, qui est très importante dans le programme, on récupère les données du formulaire en utilisant la méthode serveur argname. Les données sont envoyées au serveur sous forme d'un objet JSON. Alors c'est quoi un document objet JSON? C'est un processus pour stocker et transmettre des données entre différents systèmes ou programmes. Exemple, si on veut envoyer des données d'un Arduino à un serveur web, on peut utiliser la sérialisation pour convertir les données en JSON afin de les envoyer via une connexion réseau et utiliser la désérialisation pour convertir les données JSON en un format utilisable par le serveur web. On récupère les valeurs on-time et off-time pour les deux programmations, toujours sous forme JSON. Ici, on va extraire les données on-time, off-time pour récupérer les heures et les minutes pour les deux programmations. Là, c'est simplement pour afficher l'heure et éventuellement les valeurs on-time, off-time dans le moniteur série pour le débogage. Ensuite, on va écrire ces données dans les proms ainsi que les jours aussi cochés. Attention, on écrit que si la valeur de l'EPROM est différente de la valeur du formulaire. Autrement, il ne se passe rien. C'est pour éviter de brûler inutilement l'EPROM et d'écrire constamment dedans. On affiche les valeurs dans le moniteur série pour les valeurs on-day. Là, c'est pour l'activation des alarmes. Alors d'abord, on les désactive et ensuite on les active. Ici, on retrouve une boucle. Si le jour de l'allumage est sélectionné, on crée nos alarmes. Time Day of Week fait partie de la bibliothèque Time. Ça permet de représenter les jours de la semaine au format Do Monday, Do Tuesday. Alarm Repeat ne reconnaît que ce format. Il faut absolument Do devant, autrement ça ne fonctionne pas. Alors on retrouve la même chose pour l'extinction du relais. La deuxième programmation, l'allumage, l'extinction. Donc au total, ça nous fait 4 alarmes par jour. Donc sur 7 jours, ça nous fera 28 alarmes. Voilà pour la fonction handle shuttle. La fonction setup. Alors, on va récupérer les données de l'EPROM. Le but, si on coupe l'alimentation de l'ESP8266, alors qu'est-ce qui se passe? Si on le rebranche, la première chose qu'on va lire dans le setup, c'est l'EPROM ainsi que les jours ici. Ici, on a notre connexion Wi-Fi. Là, c'est pour encore envoyer des données dans le moniteur série pour le débogage. La configuration des gestionnaires.
Très important, on va créer toujours sous forme JSON le contenu des données stockées dans les proms afin de les envoyer au formulaire HTML. Ça, c'est pour le fuseau horaire. Ça permet de mettre à jour l'heure d'été et l'heure d'hiver. Si on n'a pas ça dans le time alarm, ça ne fonctionne pas. Réglage de l'heure avec le système local, on se synchronise. Ici, on retrouve le même code que dans la fonction handle shuttle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va récupérer les données des proms. Comme je le disais, c'est dans le setup. Si on coupe l'alimentation de l'ESP, on récupère les données de l'EPROM. On envoie les données au formulaire HTML sous forme JSON. Et aussi, on envoie ces données dans les alarmes. On retrouve exactement le même code, de façon à récupérer toutes les données. La boucle loop, on peut éventuellement mettre un délai. Moi, il est sur 0, hein, je n'ai pas besoin de délai. Alors, comme on peut s'en douter, j'ai rencontré pas mal de problèmes. Donc, le premier problème majeur, qu'on va dire, c'est le tableau. Donc, comme on peut voir, je commence par Monday, Tuesday, Wednesday, bah, bref, tous les jours de la semaine en anglais, hein, ainsi que dans le HTML, c'est la même manière. On commence par Monday, Tuesday, et le problème qui s'est posé très vite, c'est que la bibliothèque, je vais y arriver, Time Day of Week était incompatible parce qu'en fait, elle commence par Sunday. Elle commence par Do Monday. Donc ça m'a pris pas mal de temps. J'ai galéré avec ça et en utilisant une formule mathématique, j'ai réussi à rétablir le problème. Et en fait, maintenant, je peux éventuellement commencer par Do Monday. Donc Do Monday prend la valeur du tableau 1, ainsi de suite, jusqu'à dimanche, Sunday. Donc ça a été le premier problème rencontré avec l'incompatibilité de la librairie Time Day of Week. Deuxième problème, qui, pareil, j'ai passé pas mal de temps là-dessus, c'est la librairie Time Alarm. Donc en fait, dans le projet, j'ai besoin de 28 alarmes. Hein, 4 alarmes sur 7 jours. Et je me suis vite aperçu que, en fait, je n'avais que 12 alarmes qui étaient actives. Alors, quels que soient les jours sélectionnés, j'avais que 12 alarmes. Alors, je ne comprenais pas, j'ai cherché, je pensais que ça venait du code, ça venait pas de ça. Et en cherchant sur Internet, je suis tombé sur un site qui m'a éclairé un peu du problème. Ce n'était pas encore la réponse, mais qui m'a éclairé du problème. Et en fait, le problème est tout simple. Il suffit d'ouvrir timealarm.h et ici, j'avais la valeur 12. Hop, il y a une petite chose qui arrive, voilà. Donc, en fait, on a un buffet mémoire pour 12 alarmes. Apparemment, on peut en sélectionner jusqu'à 255. Je ne sais pas si avec le SP8266, on peut aller jusqu'à là. Donc, j'ai décidé de mettre 30. On aurait pu mettre 28, mais j'ai mis 30. Et là, par miracle, tout a fonctionné. J'ai bien retrouvé mes 28 alarmes actives. Voilà pour on va dire, les problèmes majeurs que j'ai rencontrés. Lors de la compilation, on obtient ce message, mais pas d'inquiétude, TimeZone est bien compatible avec le SP8266.
Le SP8266 fonctionne en local, mais on peut l'étendre en extérieur. Alors pour ça, il faut créer un nom de domaine. Ici, j'ai rajouté la librairie EasyDDNS. C'est une librairie qui fonctionne avec le domaine DuckDNS, qui est ici. Alors pour pouvoir l'utiliser, il faut s'inscrire. Alors c'est tout simple, hein, il suffit de signer ici. On attend un petit peu. Vous créez votre nom de domaine. Alors vous mettez un nom, je ne sais rien. On va marquer Hercule. Et puis là, vous additionnez votre domaine. Voilà. Alors là, vous avez une clé token très important, il faut la copier. Alors, pas la peine de la copier, hein, elle est fictive, celle-ci, ça sert à rien. Il faudra la rajouter dans le code Arduino pour que le domaine soit pris en charge. Donc, on a aussi des lignes de code dans le setup à rajouter pour le nom de domaine. Alors, il faut que je retrouve ça. Ici, on retrouve le service qu'on a choisi. Donc là, on prend DuckDNS, puisque c'est celui-ci que j'ai choisi. On aurait pu prendre NoIP ou DYDNS ou DINU. Sur la deuxième ligne, on rentre le nom de domaine et notre token, la fameuse clé qui permet de protéger le DDNS. Ensuite, dans la fonction loop, on retrouve ici qui vérifie toutes les 10 secondes l'IP. Hein, donc ça permet en fait, quel que soit l'IP, si elle change, systématiquement grâce au nom de domaine, on pourra se connecter via bien sûr un port ouvert sur la box. Alors je sais que c'est déconseillé, beaucoup ne veulent pas entendre parler de ça. Et vous allez voir que en fait je ne pourrais même pas le faire pour la simple bonne raison que ça va être expliqué tout de suite. Le problème pour ça, il faut configurer le NAT, donc le réseau IPv4. Comme on peut voir ici, je n'ai pas la possibilité de configurer le NAT. Alors j'ai été surpris parce que sur mes anciennes box, je pouvais le faire. Et là, on ne peut pas effectuer de configuration NAT. Alors, j'ai fait quelques recherches et j'ai fini par comprendre qu'en fait, le firmware de chez SFR, alors apparemment ça existe aussi chez Orange, le firmware c'est un CG NAT, et avec les firmwares CG NAT, eh ben, on n'a plus la configuration du NAT, on ne peut plus le faire. Donc je ne peux pas ouvrir de port. Donc pas de solution pour pouvoir utiliser la prise intelligente en extérieur. Bon, c'est pas un problème puisque le but c'est de programmer la prise éventuellement en local. Après ça marche tout seul. Il suffit de reconfigurer la prise. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour une nouvelle création.